Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Alors aujourd'hui, je reçois une partie du groupe Astral Baker. C'est Théodora et Nicolas qui sont à mes côtés. Comment allez-vous ? Ça va bien, super. Salut, ça va, super, toi? Moi ça va, je suis ravie d'être avec vous. Alors on va évidemment parler de votre album The Wall Story qui est sorti. Mais avant ça, je commence toujours cette émission par une question. Quel est, alors l'un et l'autre évidemment, le premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez ? Eh ben, j'ai deux souvenirs assez liés. En fait, on écoutait beaucoup de disques en voiture avec mes parents quand on partait à la montagne l'été. Et un souvenir, c'est vraiment d'être à moitié allongé et de regarder les âges dehors et d'écouter Dire Straits. Ouais. Moi, c'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt les disques à la maison. En fait, mon père avait une grosse collection de vinyles. Et du coup, en fait, il y a un peu ce truc d'écouter des disques, prendre le temps d'écouter des disques. Et c'est un peu ça mes souvenirs, c'est le voir fouiller dans sa collection et puis regarder les grandes pochettes des 33 tours et puis mettre un disque. Ouais, pareil à la maison, exactement. Le deuxième souvenir, c'est ça, la même chose. Je me rappelle d'un grand vinyle des Doors. Et c'est quel genre de musique plutôt que vous écoutiez ? Finalement, en fait, vous avez été baigné dans la musique de vos parents. En fait, complètement. C'est vrai que ça a pas mal donné les fondations de l'univers musical dans lequel j'évolue, en tout cas au sein de Astral Bakers, par exemple. Et Nico, j'ai l'impression aussi. Moi aussi, moi clairement, je pense que mes parents sont pas musiciens, sont très mélomanes par contre, et je pense que je ferais pas de musique aujourd'hui si mes parents avaient pas écouté autant de musique. Et c'est vrai que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Et puis particulièrement à la maison, en tout cas, c'était particulièrement musique pop, rock. C'est beaucoup Pink Floyd, les Beatles, voilà. Très anglo-saxon. Très anglo-saxon, ouais. Vous avez eu un déclic qui vous a fait vous dire la musique, ça va être ma vie, je vais en faire mon métier ? Oh bah, je me demande encore si ça sera mon métier plus tard quand je serai grande. Non, c'est vrai que en fait, par exemple, moi j'ai commencé la basse, mais vraiment on the side, comme on dit. Même si j'ai eu tout de suite un groupe à 13 ans, mais je me suis pendant très longtemps pas dit que ça serait ça ma carrière, ma vie. Et en fait, je me suis jamais dit, en fait, ça va être ça ma vie. C'est imposé, quoi. Ouais, c'est plutôt naturel. Bah, j'ai l'impression, par la force des choses, par les rencontres, un peu un petit truc des petites destinées qui se tissent et à laquelle, en fait, on ne peut pas vraiment dire grand-chose à ça, parce que finalement, on se retrouve à ne savoir faire que ça et pas autre chose. Le destin. Peut-être. Après, moi, je sais que j'avais un peu un rapport particulier à ça, c'est que pour moi, c'était pas un métier. J'avais jamais envisagé que ce soit possible d'en faire un métier, puisque, encore une fois, on fait avec les références qu'on a, et moi, dans ma famille, il n'y a aucun musicien. Déjà, il n'y a pas beaucoup de musiciens amateurs, mais alors il y a encore moins de musiciens professionnels. Et du coup, pour moi, c'était vraiment d'autres gens, quoi. Enfin, c'était une autre vie. Et du coup, je m'étais jamais dit que ce serait possible. Et puis, c'est un peu petit à petit que l'idée a germé. Et puis, ça a fini par se faire. Mais c'était pas une évidence au départ. Et c'est marrant parce que je pense que la seule pour qui c'était une évidence très, 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 très tôt, je pense que c'était Zoé. Parce que dès le moment où elle a commencé à la batterie, elle n'a fait que ça ensuite. Elle a fait des études à l'école Agostini, plus de musicologie, tout ça, parce que ses parents voulaient quand même qu'elle ait un diplôme. Mais en fait, elle n'a fait que ça. Et je pense qu'il y a une vraie évidence chez Zoé qui était là très très tôt, quoi. Ouais. Et en vrai, il y a un lien fort aussi depuis petit, puisqu'il a fait beaucoup de chorales.
Et du coup, il a étudié la musique assez jeune. Et après, je pense que il a fait d'autres études au début, Ouais, des études d'architecture. d'architecture. Et puis, en fait, il est vite revenu à ça, à la musique. Tu dis, Nicolas, que tu pensais que c'était pas un métier et finalement, bah, tu es auteur, compositeur, producteur. Tu joues de la guitare dans le groupe. Oui. Euh, Comment est-ce que finalement ça a réussi à s'imposer à toi? Parce que tu nous as dit que oui, pour toi, c'était pas un métier et qu'il y avait même pas forcément de musiciens, même amateurs dans ta famille. Qu'est-ce Mm. qui qu'est-ce qui t'a fait prendre une guitare, par exemple? Euh, Bah, en fait, ouais, pour moi, c'est encore autre chose. C'est prendre une guitare. Bah, déjà, c'est un peu avec les copains à l'école. J'aimais vraiment beaucoup la musique. J'écoutais énormément de musique. Et puis, à la maison, c'était vraiment un truc qui était chouette. C'est qu'on on achetait les CD. Enfin, moi, mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, c'était des CD, quoi. Et du coup, j'écoutais énormément de musique. Et en grandissant petit à petit, j'ai eu des copains à l'école qui faisaient un peu de guitare, et puis ça m'amusait énormément. J'ai pu commencer à en faire un petit peu sur leur guitare, puis très vite, on s'est rappelé que ma tante avait une guitare qu'elle avait quand elle était ado, mais qu'elle avait utilisée 3 fois, et elle me l'a donnée. Et c'était une vieille guitare. Classique, un peu tout pourri dans sa housse, un peu écossaise, en tissu écossais. Il n'y avait que ça à un moment, c'était bien kitsch. Et je l'ai bien saigné cette guitare, j'ai énormément joué dessus. Et puis au bout d'un moment, je pense que mes parents ont aussi compris que passer beaucoup de temps enfermé dans ma chambre à faire que ça, que ça, que ça, donc c'était peut-être un peu sérieux. Et ils se sont dit, bah, ce serait bien que tu prennes des cours. Euh, et puis voilà, et puis les cours, bah, ça m'a amené à jouer de plus en plus, et puis à changer aussi d'instrument. Et voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'était plutôt l'accès à un instrument, mais en fait, ça en devenait pas un métier du tout pour autant, quoi. C'était vraiment une passion, comme si je jouais aux jeux vidéo. Après, il y a des gens qui sont devenus professionnels des jeux vidéo aussi, hein, aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je faisais ça. Voilà, la vie, c'est d'aller à l'école, et puis la vraie vie. Et puis la musique, c'était ma passion à côté. Je passais ma vie à faire que ça, quoi. Bah, finalement, tu as fait de ta passion ton métier. Voilà, exactement. Et toi, Théodora, tu es autrice et compositrice, et tu le disais, tu es à la basse dans le groupe. Tu joues de la basse depuis combien de temps? Bien, ça fait 22 ans, depuis que j'ai 13 ans. Et comment est-ce que tu t'es mise à la basse? Parce que c'est vrai que, bah, en général, quand on veut commencer de la musique, les tout premiers instruments qui viennent en tête, pour faire très cliché, c'est le piano, la guitare. Même si finalement, la basse, il ressemble un peu physiquement, en tout cas. Ben ouais, en fait, j'avais fait un peu de violon plus jeune, et un tout petit peu de guitare classique, mais j'avais un gros problème de concentration quand j'étais petite. Donc en fait, il y avait rien qui rentrait, vraiment, mais ça sortait automatiquement enfin, j'arrivais pas à retenir quoi que ce soit et je comprenais même pas le sens de tout ça. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais ado, effectivement, à force d'écouter plein de choses, du rock psychédélique, les Doors, Leonard Cohen, tout ça, je me suis dit, bon, bah, quand même, il y a un truc avec la musique où je me focus d'un coup quand il y a de la musique, alors que dans la vie, j'arrive pas à me concentrer. Et en plus, mon frère avait commencé la guitare, et c'était lui, un peu comme Nico, qui passait sa vie dans sa chambre. Et c'était hyper mystérieux. Je me disais, mais comment tu fais genre, et puis il avait l'air de hyper bien progresser, tout ça. Et puis après, il a eu un groupe. Et je me suis dit, mais moi, je vais faire ça aussi. Je vais avoir une vie comme ça. Je vais être un peu rock'n'roll, quoi. Genre, et je vais faire de la basse pour pas faire exactement comme lui. Et avec ma voisine du dessus, on a décidé de faire un groupe et de faire des reprises. C'est un peu lame, mais des reprises de Mécano. Ah non, c'est trop bien, Michael. Et à la base, en fait, j'étais censée être plutôt à la batterie et elle à la basse. Et finalement, elle a commencé à prendre des cours de basse avec un prof à Catogan, voilà, au sud. Donc elle m'a dit, bah, viens, on fait un cours ensemble. Et il nous a appris des chansons de Dire Straits, des trucs. Et je me suis dit, bah, c'est trop bien. Et en fait, elle a arrêté, elle, et moi, j'ai continué. Et dans la même année, j'ai rencontré les gens parce que je suis en quatrième, et les gens du troisième
il y avait un groupe qui s'appelait, un groupe de hard rock, quoi, qui s'appelait Metal Finger. Et je sais pas, on a parlé d'un truc un soir, dans une soirée vraiment par hasard. Et j'ai un peu menti, j'ai dit que ça faisait genre 1 an et demi que je faisais de la basse. Alors que ça faisait 3 mois. Et après, finalement, on a fait de la musique ensemble. Et à partir de là, on avait ce groupe jusqu'à mes 20 ans, quoi. Donc c'est comme ça un peu que ça a commencé. Et puis après, hein, donc toi, tu as fait partie d'un groupe et tu t'es lancé en solo aussi avec le titre Basse Tente en 2020. Ah, et bien oui, mais même j'avais commencé avant, en fait, j'ai commencé à sortir des chansons dès 2015. Et effectivement, Baston C, c'est la chanson que j'ai sortie en 2020 et qui est un peu italo-disco, enfin, qui a un peu marqué le début d'une exploration avec des langages européens, l'italien, le grec. Enfin voilà, bon, c'est vrai que Baston C a marqué ce début-là. Oui, et puis pour les plus curieux d'entre qui nous écoutent, en tout cas, tu as sorti il y a quelques semaines un nouveau projet qui s'appelle l'Odyssée et qui est Oui. disponible sur toutes les plateformes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Eh ben, c'est un voyage intérieur et expérimental en termes de musique qui me tenait à cœur parce que j'ai des origines grecques et que la Méditerranée toujours un peu représenté quelque chose de très mystérieux et j'avais envie d'essayer d'imaginer une sorte de périple qui partirait de Marseille et qui se retrouverait au Liban, quoi, donc voilà, qui voguerait le long de la Méditerranée avec des étapes dans plusieurs pays. Et cette Odyssée, c'est un peu ça. Et en fait, c'est lié aussi à un texte écrit par ma mère en grec, qui est une sorte de métaphore du retour d'Ulysse à Ithaque. Et je voulais un peu tisser ce projet autour de ce texte de ma mère, quoi. Alors, je le disais tout à l'heure, Astral Baker, c'est 4 membres, donc vous êtes tous les deux là. Comment est-ce que vous avez rencontré les autres membres? Commençons par exemple par Sage. En même temps, c'est toi qui l'as rencontré en premier. Oui, c'est vrai que en fait, on est tout un petit. En gros, c'est un peu un microcosme quand même, la musique indé parisienne. Et en fait, je bossais avec un mixeur qui s'appelle Étienne Kellou. Je bosse toujours avec lui et Ambroise aussi. Donc on avait un peu en parallèle des projets avec cet Étienne Kellou. Et un jour, Ambroise m'a écrit parce qu'il avait fait un EP que j'avais fait avec Étienne. Et c'est pour ça qu'il m'a contacté pour qu'on travaille ensemble. Et on a travaillé sur mon premier album ensemble. Et en parallèle, comme lui-même sortait un disque, il m'a proposé d'accompagner en tournée. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il a proposé aussi à Nico de rejoindre la tournée. Et Nico, que j'avais rencontré sur la tournée de Fishback en remplaçant Michel Bates. Donc, comme quoi, il y a vraiment des capillarités dans tous les sens. Ouais, c'est clair. Et donc, on s'est retrouvés en 2018, je crois, tous les trois à tourner ensemble, à faire quelques concerts pour la tournée de Sage, quoi, sur son deuxième album. Et on a tellement aimé ça que je laisse Nico continuer. Ouais, on a vraiment trouvé ça génial. En fait, il y a une anecdote quand même, qui est un concert un peu particulier. C'était, il y a un festival qui s'appelle les Nuits Secrètes. Je crois que c'est à Aulnoy-Emery et dans le Nord. Et en fait, ils ont un truc qui s'appelle Parcours Secret. C'est en fait des concerts qui sont programmés par le festival et le public sait qu'il y a un concert Parcours Secret, mais c'est pas ce qu'il va voir en fait. Et du coup, il sait pas où il va le voir non plus. Donc c'est vraiment le truc du parcours secret. Nous, Ambroise, en tant que sage, j'avais été invité pour faire un parcours secret. Et on s'est retrouvé à jouer dans une église. En plus, dans laquelle il y avait une installation d'art complètement dingue avec des tas gigantesques de casseroles, tout en métal. C'était un peu fou. Et on s'est retrouvé à faire ce concert un peu du jour au lendemain, puisque Ambroise, je me souviens, nous avait appelé et il fallait partir le lendemain, savoir si on était dispo avec Théodora, et on est tous montés dans une voiture. Et dans la voiture, on a un peu imaginé ce qu'on a joué le soir. Et en fait, on a eu en gros 2 heures pour préparer ça. Et après, on avait 2 concerts d'1 heure à faire. Et on a fait ces concerts vraiment sur le fil, puisqu'on n'a pas eu le temps de répéter quoi que ce soit pour ça.
Et en fait, il s'est passé un truc un peu incroyable de musique où bah, ça aurait pu être vraiment la cata, et puis ça a été vraiment incroyable. Et pour nous trois, on est sortis du premier concert en se regardant les étoiles dans les yeux. C'était vraiment génial. Et on a refait le deuxième, on a même changé. On a changé d'instrument sur certains morceaux en se disant on va essayer ci et ça, et alors qu'on allait rejouer un truc qu'on n'avait jamais joué, et c'était hyper marrant à nouveau. Enfin, vraiment, ça a été une expérience géniale. Je pense qu'on s'en souviendra un peu toute notre vie, quoi. C'était assez marquant. Et puis il y a eu ce truc-là, et en plus le fait qu'après en tournée on s'entendait vraiment vachement bien, et puis que musicalement il se passait vraiment un truc dans les réarrangements live des morceaux pour la tournée. Et du coup à la fin on s'est un peu dit que ça serait bah, c'était la fin de la tournée de Sage, mais que ça serait vraiment chouette qu'on monte un groupe ensemble, et c'est là que la graine a été semée. Ouais, comme quoi, finalement, ce parcours de concert un peu atypique bah, vous a lié. On s'est dit qu'on avait envie de faire ça ensemble et autour de quelque chose qui nous permettrait de faire ça souvent. Ouais. Et puis, en fait, aussi, je pense que il y a une petite révélation là-dedans, c'est que quand tu peux pas préparer un concert, euh, enfin, quand t'as pas le temps pour le préparer, le concert, il ne repose que sur les instruments que tu as à disposition. Et du coup, ça empêche totalement d'utiliser des bandes ou des trucs enregistrés, ou parce que ça demande de mise en place, de la répétition, tout ça. Et donc, nous, en gros, on n'avait que nos instruments. Et, et dans une période où, clairement, en tournée, on utilisait quand même, dans les différents projets dans lesquels on a tourné, pas mal de séquences et de sons un peu déclenchés. En fait, on s'est dit que c'était quand même génial de revenir à l'essentiel, et que d'être un peu à poil en fait, et c'était hyper intéressant, que ça nous poussait un peu dans nos retranchements, et puis que ça créait des moments de musique assez intenses. Et en fait, ça, au-delà de l'envie du groupe, il y a eu cette envie aussi de retourner à quelque chose d'hyper simple. Et c'est un peu le mantra du groupe, quoi, de faire des choses simplement avec uniquement nos quatre instruments, et se débrouiller comme ça, quoi. Donc, on a parlé d'Ambroise, mais il y a aussi Zoé. Zoé qui est à la batterie. Et comment est-ce Ouais. que vous avez rencontré Zoé? Parce que finalement, là, vous étiez trois et il manquait Zoé. Ouais, c'est vrai. Ben, Zoé, je la connais depuis 10 ans maintenant, et on s'est rencontrés un peu pour une sorte de blind date de musique dans le noir dans un studio. Génial. Et non, mais c'est assez marrant. Enfin bref, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Il y a eu tout de suite vraiment une envie de faire des choses ensemble. Donc elle a commencé à jouer avec moi. On a fait beaucoup de concerts toutes les deux sur mon projet solo. Et en parallèle, elle a commencé à jouer avec pas mal d'autres gens et à développer vraiment une carrière de batteuse professionnelle, elle, quoi. Et en fait, elle a la caractéristique d'avoir un feeling vraiment très très spécifique. C'est sa manière de jouer. Elle joue très doucement, mais avec énormément une sorte de dynamique qui est vraiment très propre à elle. Et quand on s'est dit que peut-être ça aurait été intéressant de rajouter la batterie dans ce trio qui était en train de se former entre Ambroise, Nico et moi, bah, franchement, j'ai tout de suite pensé à Zoé, et je me suis dit que c'était la bonne personne pour que aussi Ambroise n'ait pas peur de perdre la place qu'avait sa voix, parce que toutes ces questions de placement, en fait. Et j'étais sûre que ça serait le quatrième ingrédient, quoi. Et on a fait une répète, et il y a eu une vraie évidence entre tous les quatre. Ouais. En fait, sa manière de jouer s'imbriquait totalement avec notre manière de jouer, et on s'est rendu compte vraiment à quel point c'était marrant, quoi, ouais, enfin, je sais pas comment dire, une couleur qui s'est tout de suite sentie, quoi, et Ouais, entendue. c'est vrai qu'en vrai, je crois que c'est le seul qui connaissait pas du tout Zoé avant, il me semble. Et il parle souvent de ce moment où il y a eu cette première répétition, et lui, il devait terminer un truc dans son studio pendant que nous, on était dans la salle de répétition en bas. Et au moment où il est arrivé, il dit que en fait, nous, on était en train
de jouer un petit peu une des maquettes, un début de morceau qu'on avait commencé à travailler. Et il dit souvent qu'il est descendu, il a entendu ça et qu'il s'est dit, mais ouais, c'est ça, c'est trop ça, c'était super, quoi. Ouais, Il a finalement, entendu le truc directement. ouais, il a vu l'évidence que tu as décrit. Ouais, exactement. Il aurait même eu une petite larme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Ça, il le dit parfois. la légende dit ça, Ouais, en on tout dit cas. ça. Et du coup, donc, ça y est, Astral Baker né. Pourquoi ce nom-là? Ah, Ah, alors ça remonte aussi à l'époque de la tournée de Salles. Donc quand on était encore tous les trois avec Ambroise, Théodora et moi. Et en fait, je peux même dire où c'était. C'était au Krakatoa à Bordeaux. Et en fait, il y avait déjà ce truc de groupe qui marchait plutôt pas mal entre nous. Et on réarrangeait beaucoup les trucs. Et Ambroise avait dit, oh, mais là, ça peut pas être juste ça. Vous n'avez pas les musiciens derrière en noir, session, mercenaires, tout ça. Là, il y a un groupe, quoi. Donc, il faudrait que ce soit qu'on présente ça, The, je sais pas quoi, quoi. Et comme Kurt Weill, il présente ses musiciens, il y a un groupe qui l'accompagne en tournée, et c'est Kurt Weill and the Violators. Et en fait, l'idée est d'arriver un peu comme ça, trouver un nom. Et du coup, après, pour le nom en lui-même, Bakers, c'est les boulangers. Et, dans la musique, il y a un terme qu'on utilise pas mal, c'est faire un pain. Un pain, c'est un couac, quoi. C'est une note à côté ou un truc qui va pas, en tout cas. Parce qu'on c'est est un peu censé- ma spécialité. C'est une spécialité partagée, Euh, Théodore. Ça dépend des moments, effectivement. Chacun son moment de pain. Chacun ses moments de pain. Et du coup, c'était un peu au départ un petit clin d'œil à ça, parce que en fait, comme on avait tendance à quand même réarranger, on avait un peu découvert un super pouvoir. En fait, à chaque concert, on pouvait changer les arrangements des morceaux. Ça demande quand même pas mal de concentration parce que en fait, dès que tu changes un truc et que tu répètes pas, t'as quand même une chance sur deux de zapper un peu ce qui s'est passé et puis ce qu'on a décidé et du coup, bah, de temps en temps, ça c'est un peu des petits pains. Et on s'est dit que les bakers, c'était pas mal, quoi. C'était les fabricants de pain, quoi. Et puis après, Astral, c'était pour rendre ça peut-être un petit peu plus mystique que, que juste des boulangeries. Mais c'est surtout les pains, parfois les erreurs nous mènent à ça ouvre comme des portes harmoniques parfois vers des Oui, nouvelles c'est vrai. parties. Et c'est vrai que parfois ça crée des nouvelles choses qu'on va garder dans des chansons. Et donc c'est un peu ouais, le pain céleste qui ouvre la perception. Vous parliez tout à l'heure de la légende de l'alarme d'Ambroise, et il y a une autre légende qui dit. Il y en a une autre aussi qui dit que c'est un concert au consulat qui a marqué aussi vraiment la naissance d'Astral Bakers. C'est vrai que ce concert qui date de 2021 nous a permis, pour la première fois, parce qu'on avait juste quelques mémos sur iPhone, quoi, de présenter ce qu'on avait fait, et donc que ça existe en fait dans les oreilles d'autres gens. Et ça nous a vraiment aidé à définir encore mieux ce qu'on voulait faire ou ne pas faire, voir ce qui fonctionnait et voir à quel point en fait nos arrangements se tenaient sans qu'on ait besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Et en fait, c'est presque un peu un manifeste de ça, c'est que à nous quatre, réussir à faire qu'une chanson se tienne sans avoir besoin d'ajouter d'autres couches. Et j'ai l'impression que ça a marqué un peu la naissance de cette méthode un peu. C'était un peu la règle du jeu déjà, d'écrire des chansons ensemble, mais de ne pas les maqueter, donc c'est-à-dire de ne pas ouvrir un ordinateur pour commencer à enregistrer les pistes séparées, commencer à essayer de rendre tout ça joli. Donc, comme disait Théodora, on avait vraiment un téléphone au milieu de la pièce qu'on jetait nonchalamment en prenant une note vocale et puis on entendait ce qu'on pouvait entendre. Ça nous permettait de nous souvenir un peu des structures
Parce que ça va assez vite en fait quand on travaille ensemble, les idées de nouveaux refrains, de trucs, et puis on essaye, après on s'éternise pas pendant 107 ans non plus, on passe à un autre morceau pour que ça reste assez matière vivante. Et c'est vrai que de temps en temps, c'était du coup hyper bien d'avoir ces mémos, parce que ça nous permettait de nous rappeler, puis éventuellement aussi pour les textes, pour les morceaux qui n'avaient pas encore forcément de paroles, de pouvoir quand même avoir un petit mémo pour travailler les textes à côté. Et aller jusqu'à ce concert-là comme ça, c'était un peu aussi se dire, voilà, on écrit des morceaux, on les enregistre pas, et si ce concert est bien, et que ça nous plaît, et qu'on passe un bon moment, et qu'on voit que dans le public, il se passe quelque chose, bah, ce jour-là, on décidera si on les enregistre ou non, ces morceaux. Et du coup, on a quand même passé un super moment ce soir-là, et on s'est dit, bah ouais, il faut les enregistrer maintenant. Donc on est passé à l'étape d'après. Et du coup, ça y est, bah, vous avez passé pas mal d'étapes, parce que l'album, il est sorti il y a quelques semaines. Et justement, avant de parler un petit peu plus de l'album et de sa conception, je propose qu'on écoute One More, le premier extrait que vous avez dévoilé, et on en parle après. Ça marche. One more shiver you hide behind your laughter. Even your heart no longer knows the rhythm of its beating. Lofty dreams do have their cost, but you have wanted this moment all your life. Sea of ice and blinding lights. So long, we'll see you tomorrow, and don't let down. The smile on your face no longer needs a reason to be drawn on. Hide behind it when you're lost. But you have wanted this moment all your life. A songbird caught in a golden cage of Would you trade it up to fly? 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 Would you trade it up to
C'était One More d'Astral Baker, issu de leur premier album, The Wall Story. Nico et Théodora, vous êtes là avec moi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des musiques qu'en anglais pour ce projet-là? Ça, c'est vrai que c'est une question en général pour... Enfin, cela dit, pour Ambroise, parce qu'il a écrit la plupart des textes de ce premier album et que les premières chansons sur lesquelles on a travaillé étaient des compos d'Ambroise. Voilà. Voilà, mais le truc, c'est que je pense quand même que tous les quatre, on a vraiment profondément une culture des références anglo-saxonnes, peut-être un sens aussi des paroles, de la poésie. Ce qui nous touche, je pense que c'est vraiment l'anglais. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et donc, c'était pas forcément... c'était assez évident aussi, en fait. On ne s'est pas tellement posé la question de faire du français. Enfin, on avait juste, je pense... dans une lignée de musique qui nous plaît, de famille musicale, quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à de l'anglais qu'à du français, quoi. Oui, puis c'est pas d'un point de vue purement musical, c'est pas la même chose de chanter en français ou en anglais. Et l'anglais, c'est vraiment une langue super mélodique, enfin super adaptée à ce registre musical. Et là où en français, il y a quand même euh, une nécessaire forme à trouver dans le texte, enfin quelque chose de peut-être imposé par la langue qu'il n'y a pas en anglais. Enfin, en tout cas, nous, tel qu'on fait la musique. Ensuite, au niveau des toniques, c'est vrai, c'est un truc de tonique aussi, de comment le français sonne. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça marcherait beaucoup moins avec l'écrin musical qu'on crée, en fait. Mais c'est un truc d'imaginaire aussi. Enfin, même si moi, j'aime beaucoup la langue française et j'écoute beaucoup de chansons aussi, enfin de musique française, il y a un truc où ça me fait pas rêver de la même manière, en fait. Et Ouais. ça développe pas l'imaginaire de la même manière, je pense. Et quand même, on prend soin de nos paroles. Enfin, c'est très important, en fait, aussi. Mais on aime vraiment libérer quelque chose qui dépasse les frontières. En fait, je sais pas comment dire. Enfin, aussi, on veut s'adresser un peu à tout le monde aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr que l'anglais par rapport au français ouvre un peu plus l'international. Ben ouais, une fois de plus, c'est vraiment un truc de famille, de référent. Et c'est vrai que nous, je sais pas si c'est une question future, mais ce qui nous fait palpiter, le petit cœur des Bakers, c'est de la musique anglo-saxonne. Enfin, c'est Pixief, Kurt Weill, Andy Shauf, et ça raconte jamais. De toute façon, ça peut pas raconter la même chose. C'est pas la même histoire, c'est pas le même background, et nous, c'est ça qui nous intéresse, je crois. Vous évoquiez tout à l'heure le téléphone jeté un peu entre vous. Nonchalamment. Et d'ailleurs, c'est comme ça en fait que vous faites vos titres. Vous le dites, ils sont faits de manière ils sont faits sans filet, quoi. Oui, en fait, ça c'est lié aussi au choix qu'on a fait d'enregistrement. Ça s'appelle enregistrer live. En gros, on est tous les quatre dans la même pièce, comme quand on écrit les morceaux, avec tous les instruments qui sont captés par des micros comme il faut. Mais par contre, on doit jouer en même temps les morceaux. Donc, en gros, il faut bien les jouer. Et puis, surtout, d'une prise à l'autre, on joue sans clic, c'est-à-dire sans référence métronomique. Donc, c'est vraiment l'impulsion de départ qui va donner le tempo du morceau. Et puis, ça peut bouger au sein même du morceau. Il peut y avoir des moments où ça ralentit, des moments où ça accélère un peu. Et en fait, on voulait vraiment cette liberté-là. Ça, c'est vraiment possible qu'avec cette méthode d'enregistrement. Et ça a un peu c'est assez exigeant parce qu'en fait, on peut pas corriger derrière. On peut pas se dire, ah bah là, la guitare, elle est moins bien, on va la refaire parce qu'en fait, de la guitare, il va y en avoir dans tous les micros de la batterie, dans le micro de l'autre guitare aussi, on va l'entendre. Donc il y a un moment, c'est un peu scellé. Une fois qu'on a enregistré, il faut qu'on choisisse la bonne version. Donc souvent, on enregistre plusieurs fois le même morceau.
Et en général, on garde une des premières versions, même quand on l'enregistre 10 fois, pour essayer de corriger des petites choses. On se dit que la version magique, finalement, c'était au début. Et voilà, et du coup, on a pas mal de vie dans ces enregistrements. C'est vrai que du coup, cette manière de fonctionner, vous l'illustrez aussi dans vos clips. On a presque l'impression d'être le téléphone posé nonchalamment qui fait le tour et on vous voit tous jouer. Ouais, c'est vrai, bah, finalement, c'est un peu le même procédé. Il faut que tout le monde soit à 100% investi. Et s'il y en a un qui est moins dedans, bah, ça se sent et on recommence. Et souvent, c'est marrant parce qu'on fait à peu près le même nombre de prises vidéo que le nombre de prises audio, même si c'est pas du tout au même moment. Et on finit toujours par regarder la deuxième, tiens. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Théodora, quand tu parlais des textes, euh, que c'était Sage qui en avait même écrit avant, parce que c'est le cas de la chanson I Don't Remember, Ouais. qu'il avait écrit il y a un moment et qui finalement a trouvé sa place avec vous. Ouais. En fait, je pense que ça fait 10 ans qu'il se la traîne, celle-ci. Non, je pense que même du temps de Revolver, elle existait déjà, mais pas dans cette forme-là. Et il ne savait pas comment la finir. Et en fait, c'est une des premières chansons qu'on a fait tourner entre nous. Et en fait, cette évidence a aussi permis de débloquer la chanson et de la terminer et qu'elle finalement s'assimile vraiment à notre espèce de concept de soft grunge finalement. Et c'est cette Ouais. forme-là qui lui convenait. Mais ça, c'est vraiment dans l'historique, c'est intéressant parce qu'il y a des chansons effectivement qui sont des vieilles chansons qu'il a réussi à actualiser pour le projet, mais il y a des chansons qui étaient beaucoup plus récentes. Puis ensuite, petit à petit, en fait, au cours même de l'album, on a commencé à tous s'investir d'une autre manière. Nico est arrivé un jour avec une chanson qu'il avait composée, écrite, qui fait partie de l'album, qui s'appelle Easy. Et moi, j'ai un peu aidé Ambroise à finir des paroles. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ce principe de toujours en mouvement, quoi. Y a pas même si on a un peu une sorte de méthode, on va dire, c'est jamais figé et ça ne fait qu'évoluer. Et par exemple, la chanson Shelter, en fait, c'est la dernière qu'on a composée et c'est une composition qui part d'un riff de Nico, qui a été ensuite alimentée par des idées de chacun, en fait. Donc finalement, je pense que même au niveau, que ce soit le niveau des textes et de la musique, c'est en constante évolution et on apporte toujours une petite graine. Voilà, enfin, je sais pas comment dire, c'est Ouais. encore cette Et puis, communication. Ouais. Pardon, désolé, je voulais pas Vas-y, te je t'en couper. prie. Vas-y. En fait, il fallait aussi, même si on avait décidé qu'on s'entendait tous bien et qu'on était trop contents de jouer ensemble, je pense qu'il y avait un temps nécessaire pour qu'on trouve notre place chacun au sein du groupe euh, vis-à-vis des autres et puis même dans la musique. Et en fait, on a tous un rôle dans ce groupe-là qui est un peu maintenant, qui est un peu évident, mais qui était peut-être pas forcément aussi défini au départ. Et le process d'enregistrement de l'album, il nous a permis de trouver ça. Et c'est ça qui nous a amené à, sur la fin de l'enregistrement, à enregistrer les morceaux beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, et même à réenregistrer des morceaux qu'on considérait comme étant bons. Finalement, on a et qu'on avait enregistré au tout début, on les a refaits parce qu'en fait, ils rentraient plus dans cette espèce d'ambiance. Donc, on a testé, puisque comme on peut tout enregistrer dans la même pièce, ça nous prend pas très longtemps à mettre en place. En gros, c'est le temps de jouer le morceau. Donc, si on trouve que c'est mieux, en fait, on peut vraiment tout essayer, tout expérimenter tout le temps grâce à cette méthode-là aussi, c'est ce qui est assez intéressant. Et on peut vraiment, nous, on a vraiment perçu une évolution dans notre façon de jouer ensemble. Et en fait, c'est vrai que c'est euh, assez excitant pour la suite parce que on travaille déjà sur pas mal de nouveaux morceaux et il y a une espèce de mouvement très fluide entre nous quatre qui s'est mis en place et en fait, ça va vite. Donc, c'est vraiment très, très excitant. Et enfin, vous l'avez dit, en général, c'est Ambroise qui chante, mais il y a un morceau où tu chantes, il me semble, Nicolas. Oui, ça s'appelle Easy.
Que tu as qui évoqué, est, qui est... que tu as Ouais, écrit ouais, et ouais. composé. Ouais, exactement. En fait, bon, euh, dans l'idée, il n'y avait pas du tout de porte fermée à ce que tout le monde écrive. Et puis mais c'est vrai qu'on était peut-être plutôt, on apportait peut-être souvent plus des idées de musique. Euh, et c'est vrai que c'était un peu, il y avait un peu un truc autour d'Ambroise qui chantait. Et puis finalement, je suis un consensus autour de ça et qui y allait à tout le monde. Et puis j'écris cette chanson. Et je me souviens, j'avais un peu dit, enfin c'est Ambroise qui me l'a rappelé, mais j'avais un peu dit, bah tu verras, ça sera peut-être mieux, enfin ça sera bien si tu la chantes, mais je trouve que c'est une bonne chanson. Il m'avait dit, mais non, 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 faut que tu la chantes toi. Et en fait, ça a ouvert un peu une porte aussi à ça, qui était d'ailleurs pas fermée du tout, mais je pense que c'est juste qu'on s'était chacun habitué à nos rôles d'instrumentiste et pas forcément de chanteur. Et, euh, et d'ailleurs, ça a généré depuis d'autres envies, d'autres morceaux. Par exemple, bah, dans les concerts qu'on a fait récemment, et notamment à la Maroquinerie, on a joué un morceau qui est chanté plutôt par Théodora en lead. Et on a joué aussi un morceau que Zoé a écrit, et elle est même à la guitare sur ce morceau-là. Donc il y a vraiment une porte qui s'est ouverte pour que tout le monde puisse participer, apporter des chansons, des idées de chansons, et, euh, et voilà. On retrouvait vraiment encore plus l'esprit de groupe, quoi. Donc une sorte de fluidité au sein des rôles et que ça soit jamais vraiment figé parce que c'est souvent ce qu'on nous demande il y a une espèce d'injonction à avoir un peu un rôle défini peut-être dans la vie et même dans la musique pour qu'on soit identifiable et je trouve ça intéressant d'essayer de déconstruire ça. Et puis ça ouvre quand même pas mal euh, les, la composition parce que Complètement. en fait on écrit tous différemment de par nos compétences respectives, nos influences respectives, même si on a un gros paquet d'influences communes et on en parle et on a des playlists qu'on se partage. C'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, mais en fait il y a quand même un moment où déjà, l'instrument fait que on n'aborde pas les choses de la même façon et puis naturellement on a des façons de composer qui sont différentes. Euh, et quelque part, je me demande si on pourrait limite pas imaginer comment Ambroise écrirait un morceau à partir de quelque chose qu'on a fait nous. Mais clairement, c'est pas notre réflexe premier, c'est pas de le composer comme Ambroise l'aurait fait ou comme Théodora l'aurait composé non plus. On le fait à notre façon. Et puis après, comme tout le monde a sa patte dans ce groupe, ben, finalement, ça devient le morceau de tout le monde. Et c'est ça qui est assez intéressant, même si l'origine peut changer. Finalement, c'est Queen qui travaillait aussi un peu comme ça, non? Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. That's true. À quand notre Bohemian Rhapsody? Ça serait super. Ouais. Un T'imagines. Mais mini-opéra. d'ailleurs, c'est trop marrant parce que c'est Bohemian Rhapsody donc, qui avait le label voulait pas du Qui tout en avait entendre parler. refusé, Ouais. ouais, il voulait pas le sortir en single, c'est le groupe qui a Ouais. insisté. Et c'est ça qui les a fait péter. Pété. Péter, enfin, Oui. Comme quoi, finalement. Hein. marcher. Bah ouais, non Ouais, mais ouais, ouais, ouais. faut vraiment écouter son instinct, quoi. C'est fou. Mais nous, je crois qu'on s'écoute pas mal quand même. Et Bah, puis, ce qui est pas mal, c'est qu'on a mis en place quand même un système où on est quand même en total indé, enfin avec en gros des partenaires choisis où quand même on a toujours le dernier mot. Enfin, en fait, c'est nous qui décidons en fait. Et ça, ouais, c'est génial parce que déjà, on n'est pas juste une personne à décider, mais quatre. Et en plus, c'est on ça est aussi. très bien entouré. Mais que de gens qui ont été choisis et qui sont hyper motivés et qui acceptent le projet tel qu'il est. Donc, ça c'est génial. Et c'est quand même une force d'être à quatre pour toutes ces décisions. En fait, quand tout repose sur tes épaules, c'est quand même pas la même chose. Et puis surtout, euh,
il y a les problèmes du doute. En fait, tu peux douter de tout le temps. Les choix de chansons, à sortir en premier, ce qu'il faut en dire, les visuels, c'est c'est l'horreur. Enfin, il faut se décider sur quelque chose. Une fois que c'est fait, tu te dis, bah, c'était évident et puis c'était pas si compliqué. En fait, quand tu es dedans, tu sais pas si tu vas faire de l'illustration, de la photo, les clips, c'est la même chose. Et en fait, être à quatre avec tout le monde qui est un peu voix au chapitre là-dessus, c'est quand même une force. Et puis, on a dans nos partenaires, on a quand même quelqu'un qui pèse beaucoup. C'est Mathieu Torres, qui est, euh, qui est un peu le cinquième membre du groupe et qui s'occupe de tout le visuel du groupe. Donc, c'est lui qui a dessiné la pochette, c'est lui qui fait toutes les vidéos. Je dirais 90% des photos qu'on diffuse, c'est des photos qui ont été prises par Mathieu. Et ça nous a quand même bien aidé à cadrer une identité, tout ça. Et c'est un peu le chef de ça. Ouais. Et vous avez évoqué tout à l'heure la maroquinerie. J'imagine que maintenant que l'album est fini, qu'il est sorti, l'objectif, c'est de faire la scène et c'est de partager encore plus avec le public. Bah oui, c'est vrai que ce projet est un projet fait pour le live et c'est presque sa raison d'être en fait. Et voilà, bah c'est vrai qu'on là, ce qui est pas mal, c'est que on a quelques dates prévues. Enfin, on a joué là en janvier à l'Eurosonic. C'était à Groningen et c'était super. Et en fait, là, on a quelques rendez-vous un peu clés. On joue à Bourges le mois prochain, le 25. Et puis on a des dates par-ci par-là. On espère en avoir de plus en plus parce que ça nous aide. Je pense que le live nous aide vraiment énormément à définir le son et la suite à chaque fois. Enfin, ça nous donne toujours des idées. Voilà, c'est un groupe qui est vraiment fait pour jouer, quoi. Oui, de toute façon, quand vous Ouais. enregistrez, c'est presque comme si vous étiez en live parce que vous enregistrez tous en même temps. Complètement. Bah, comme dirait Ambroise, Ah ouais, c'est complètement. comme l'album, c'est comme une espèce d'instantané comme si c'était un concert parfait, quoi. Enfin, Qu'est-ce que vous diriez à vos vous, enfants, qui commencent tout juste la musique, certains qui pensent encore que faire de la musique, c'est pas un métier, ou toi, par exemple, Théodora, qui vient juste d'avoir la basse entre les mains alors qu'on t'avait mis à la batterie. ben, en fait, je pense qu'il faut, même en tant qu'adulte, en tant que toujours toute la vie, il faut se rappeler je pense vraiment, il faut vraiment préserver la petite flamme qu'on avait vraiment au début et ce truc d'infini de tout est possible qu'on a quand on est enfant, qu'on a sûrement quand on est adolescent et que petit à petit on perd un peu dans l'entonnoir de la vie, quoi. Et je pense que je lui dirais, mais à fond, mais continue, mais fais ça, mais mens sur tes capacités à faire de la basse pour, pour, juste pour vivre ça, parce que je pense vraiment qu'il ne faut jamais se mettre d'obstacles qui n'en sont pas, d'obstacles mentaux. Juste, je pense qu'un métier peut être une passion et inversement, et il faut faire les choses avec passion, je pense, et écouter vraiment sa petite voix intérieure qui dit, mais en fait, tout le monde veut que je fasse ça, mais non, moi ce que je veux faire, c'est ça, quoi, c'est faire de la basse dans un groupe de hard rock. Mm. Voilà. Et moi, il faut que je réponde aussi. Ouais. Bah, je pense, hein. Euh, Moi, je me dirais, parce que en fait, c'est quelque chose que je me suis dit en vrai un jour, moi, le jour où j'ai un peu sauté dans le vide en me disant, vas-y, je fais plus que de la musique. Je me suis un peu dit que je voulais pas avoir de regrets quand je serai vieux, de pas avoir essayé des trucs. Je trouve ça affreux d'avoir plein de regrets une fois qu'on est à la fin de sa vie, et de se dire j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. En fait, je me suis dit on n'a qu'une vie, faut foncer. Et je me dirais juste vas-y dès le début, n'attends pas, n'attends pas, vas-y tout de suite. Et puis des regrets,
et t'en auras pas. Si tu vas tout de suite, c'est super. De toute façon, faut tout essayer. Il peut rien t'arriver de très très grave, quoi. En tout cas, il faut essayer de vraiment continuer à se dire que ça sert à rien de faire ce que les autres attendent de toi. Il faut juste chercher ce que toi, tu souhaites et que tu désires profondément et essayer de toujours rester un tout petit peu raccord avec ça. Comme parfois c'est un petit filet, mais parfois c'est un énorme chemin, quoi. Et il faut jamais perdre ça, je pense. Merci beaucoup Théodora et Nicolas d'avoir été avec moi. Merci. Avec plaisir. Ouais, c'était chouette. Merci. J'ai eu presque l'impression d'être un membre, ou en tout cas le petit téléphone peut-être au milieu de vous. Il n'est pas qu'un téléphone. Votre album The Whole Story est disponible sur toutes les plateformes et même disponible en physique. Et je vous propose qu'on se quitte en musique et je vous propose de choisir un titre de l'album et de l'introduire. Trop bien. Alors vas-y, Nico. Prétiscar La meuf qui dit vas-y Nico, Prétiscar. En fait, je suis désolé, mais on a écouté quoi tout à l'heure? Du coup, c'était One More? One More, ouais. Prétiscar, ce serait une bonne idée pour terminer. C'est un peu, c'est un morceau qu'on aime tous beaucoup et c'est un des premiers aussi qu'on a enregistré en partant de vraiment pas grand-chose, tous les quatre, et en trouvant les idées tous ensemble. On écoute tout de suite ce titre. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. C'était à bientôt, ouais. Merci. Salut. I think it suits you well. There's nothing to hide, no reason to be ashamed. Be ashamed.